Bonjour, je suis Marion Bassy, je suis adjointe au développement chez Communication Jeunesse et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alain Bergeron. Bonjour Alain. Bonjour Marion. Alors je vais commencer avec une question concernant l'étendue des livres que vous avez écrits parce que Dieu sait qu'il y en a. Puis on se demandait comment vous faites pour adapter votre écriture à plusieurs publics. Ouais, en fait, c'est le plaisir, justement, c'est de pas toujours écrire la même chose. Là, je suis à temps plein dans l'écriture depuis un peu plus de 15 ans. Et s'il fallait que je sois toujours dans les mêmes sujets, dans les mêmes séries, ça viendrait très rapidement lassant. C'est un peu bizarre dans ma tête des fois, là. Mais on dirait que pour vrai, les choses se mettent en place au moment où je vais travailler un projet. Quand je commence à écrire un projet, il y a comme une petite phrase qui part dans ma tête, puis je me dis, OK, on va y aller vers ça. Évidemment, je fais toujours un plan, ce qui m'aide énormément. J'ai une bonne méthode de travail aussi. Donc, tout ça combiné fait que j'ai une production comme ça aussi, là. En fait, vous amenez un peu la seconde question parce qu'on sait que vous collaborez avec plein de maisons d'édition différentes, comme Fou Lire, Michel Quintin, Québec Amérique, Soulière. Puis déjà, on se demande comment vous faites pour travailler avec autant de maisons différentes. Oui, en fait, chaque maison d'édition a sa propre niche, je vous dirais, et les projets, quand je travaille sur un projet, ils sont toujours pensés en fonction de la maison d'édition. Donc, c'est toujours de cette façon-là que je fonctionne. Avant de commencer à travailler, je pense toujours à la maison d'édition. Bon, ce projet-là pourrait aller dans quelle maison d'édition? Alors, encore une fois, ça revient avec le processus créatif. Les trucs se placent dans ma tête et je peux commencer à travailler sur un projet en fonction de la maison d'édition. Chaque maison d'édition a aussi sa façon de travailler. Chaque éditeur, chaque directeur ou directrice de collection a sa façon de fonctionner. Et puis, je m'adapte à toutes ces façons-là. Des fois, il y a des changements dans les maisons d'édition. On commence une série et en cours de route, la directrice de collection va changer, mais les projets se poursuivent quand même, là. Donc, je publie avec beaucoup de maisons d'édition. Je le répète, je suis privilégié, je gagne bien ma vie. Et puis, grâce à ce partage avec d'autres maisons d'édition, puis je suis pas le seul, là. Mais c'est très intéressant justement que vous ameniez cette version très concrète de ce que c'est d'écrire, de ce que c'est d'être écrivain, puis de nous parler très franchement de la réalité qui se cache derrière ça. Notre petit doigt nous a dit que vous alliez arrêter les animations littéraires dans les écoles, puis vous consacrer à l'écriture. Mais du coup, moi, je me demandais comment vous gérez vos temps, quel temps vous accordez à l'écriture dans votre vie? Est-ce que c'est très cadré ou c'est instinctif ou comment vous vous organisez en tant qu'écrivain? Ah, j'aime vos questions, Marion. Euh, en fait, oui, effectivement, j'arrête les animations dans les écoles et les bibliothèques parce qu'à un moment donné, je suis pas la plus jeune fraîcheur, disons, là. Et puis, c'est ça, oui, rendu à mon âge, c'est l'âge de la retraite aussi, là. Je termine mon année 2021-2022. La portion animation, c'est mon automne et mon printemps. L'hiver, je trouve frileux et peureux, alors je ne vais pas sur les routes. Alors, je fais 2 animations par semaine, maximum, je peux pas en faire plus. C'est très taxant de faire des animations. J'en profite pour rendre hommage aux professeurs. Vraiment, là, j'ai la plus grande admiration pour le travail des professeurs qui est tellement important. Il reste le lundi, le mercredi, le vendredi, à l'automne et au printemps. Alors, j'écris tout simplement. Dans ces moments-là, je fais des projets qui sont pas trop longs. Par exemple, je peux faire des CVT, je peux faire des courts romans. Comme j'ai une bonne méthode de travail, je suis capable de fonctionner puis de faire peut-être l'équivalent d'un livre par mois. Quand l'hiver et l'été arrivent, là, je me consacre à temps plein là-dessus. Alors là, je peux y aller avec des projets qui sont beaucoup plus longs. Et j'ai une bonne, comme je le disais, j'ai une bonne méthode de travail, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pris ça de mon ami François Gravel. C'est mieux de faire 3 heures intenses et être productif pendant ces 3 heures-là, puis te garder de l'essence pour le lendemain.
Alors, quand je suis en période de création, le matin, c'est là que ça se passe. Je peux travailler pendant 3 heures, peut-être 4 heures en forçant un petit peu, mais au bout de ça, j'arrête. Même si je sais que j'ai encore des choses à dire, j'arrête et je me garde de l'essence pour le lendemain. Alors, le lendemain, quand je m'assois pour écrire, le syndrome de la page blanche, là, j'ai jamais connu ça. Je suis un privilégié, j'ai jamais connu ça. Alors, quand je m'assois, comme je disais tantôt, le processus créatif dans ma tête, tout est placé. Donc, c'est ça. Alors, voilà, c'est comme ça que je partage mon temps, là. On vous souhaite évidemment de longues années d'écriture, d'inspiration, comme vous le dites, parce que tant qu'elle est là, on peut continuer à créer, et c'est ça l'important. Moi, j'aimerais vous parler aussi du thème de notre magazine qui est relié à cette entrevue, puisqu'il va sortir en novembre, et que c'est donc le thème, c'est la magie des fêtes. Et évidemment, on peut tout de suite faire le lien avec votre livre qui a eu un grand succès, L'Arbre de joie. On se demandait, pour vous, qu'est-ce qui fait un bon livre de Noël et quel sujet mérite d'être abordé durant cette période particulière de l'année? Ouais, une bonne histoire de Noël, on dirait qu'on pense juste au fait que faut que ça fasse pleurer un petit peu, faut que ça touche. Non, ça peut être rigolo aussi. Évidemment, bon, ben, l'arbre de joie là, qu'on voit ici et qu'on voit en arrière-plan et que je vous remercie beaucoup. L'arbre de joie, l'idée première était d'écrire une histoire qui pourrait en inspirer d'autres à faire pareil. C'est un organisme de la région qui mettait sur pied cette cause-là, toute simple. Les gens prenaient un nom dans un arbre et s'engageaient à acheter un cadeau à un enfant qui était moins favorisé par la vie. Je trouvais, puis évidemment, j'ai participé et j'ai été très, très touché par ça. Puis je me disais, je vais faire ça. Je vais écrire une histoire en lien avec cet arbre de joie-là. Et le soulière a accepté l'histoire, c'est devenu un livre. Et en écrivant l'histoire, je me disais, j'espère que d'autres vont reprendre l'idée. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Et puis là, je pense qu'il y a une vingtaine d'arbres de joie qui ont poussé comme ça un peu partout. Et ça me touche beaucoup, là. Si un soir où tous les enfants devraient être égaux, c'est le soir de Noël. Je me souviens que j'avais pleuré en l'écrivant, ce qui devait être un bon signe, j'imagine, mais j'avais pleuré en écrivant un petit passage. Je me disais, ouais, c'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai écrit d'autres histoires de Noël aussi qui étaient plus rigolotes. Là, j'ai fait une bande dessinée avec le Père Noël. Ouais, Noël, c'est pas un cadeau, c'est des illustrations. C'est un peu comme des savais-tu. C'est des illustrations, un gag, une planche, un gag. Et puis, ça, c'est l'ancêtre des savais-tu, parce que c'est ce qu'on faisait initialement, Sam Père et moi. On faisait des blagues aussi avec le Père Noël. Et puis, c'est devenu un recueil. Et à partir du recueil, ben, on est tombé dans les savais-tu aussi. Donc, tout est possible avec la fête de Noël. Évidemment, quand on peut toucher les gens le soir de Noël, on dirait qu'on est plus mélancolique aussi, plus nostalgique. On parle de nos Noëls d'enfance, on s'ennuie, puis tout ça. Et donc c'est un sujet qui est très, très inspirant. À un moment donné, il a fallu que j'arrête parce que j'étais toujours rendu dans des histoires de Noël aussi. Ce que vous racontez de l'Arbre de joie, ça prouve un peu qu'il y a des livres qui ont des pouvoirs, puis qui dépassent leur lecture et qui vont se concrétiser dans la vie réelle. C'est assez incroyable quand on y pense. On va finir avec des questions d'enfants que je vais vous transmettre à travers leur voix. Bonjour, je m'appelle Charles-Antoine et j'ai 6 ans. J'aimerais savoir c'est quoi ton cadeau de Noël préféré. Au revoir. Le plus beau cadeau de Noël que j'ai reçu quand j'étais petit, c'est un livre d'Astérix. Astérix et Cléopâtre. C'est dans des circonstances spéciales, là, pour faire une histoire très courte. Mon père était très malade et j'ai grandi avec un père qui était malade. Et quand j'ai reçu mon livre d'Astérix, mon père n'était pas à la maison. Et ce livre-là m'avait beaucoup consolé parce que je m'étais vraiment amusé à lire le livre. Alors, quand je pense à ce livre-là, ça me replonge dans le plaisir de la lecture. Et alors, Astérix et Cléopâtre. Et la deuxième question. Tes livres me font beaucoup rire. Lequel de tes livres trouves-tu le plus drôle? Je suis content que mes livres te fassent rire. C'est le but premier.
Le livre le plus drôle que j'ai écrit, je dirais, c'est probablement Zut. L'histoire du garçon qui doit faire une communication orale devant sa classe. Il y a un problème de fermeture éclair, sa fermeture éclair est baissée. Il n'est pas capable de la remonter, puis il doit parler devant les filles, avec le magasin ouvert devant tout le monde. Alors, le petit livre Zut, j'en entends, ça fait 20 ans que je l'ai écrit, et encore aujourd'hui, j'en entends beaucoup, beaucoup parler. Et il y a même des professeurs qui ont fait des animations dans la salle de toilette avec le livre. Alors, c'est assez amusant. Alors, Zut, c'est le livre, je crois que c'est mon livre le plus drôle. Bon, ben, c'est sur cette note joyeuse qu'on va conclure l'entretien. Merci beaucoup. Merci Marion, c'était un grand, grand plaisir.